Essayons à nouveau de venir trouver un équilibre entre la pleine conscience du souffle, de ne pas oublier le souffle, et commencer à rentrer en contact avec le contenu de nos pensées, commentaires, diverses émotions. On n'a toujours pas la réponse. Mais qu'est-ce qu'il dit C'est la fin de la le journée. texte en fait en résumé? Voilà. Vous savez quand même que ça m'est arrivé quand j'étudiais d'avoir des questions et d'avoir justement un guéché, c'est les docteurs en philosophie qui nous titillaient comme ça en nous posant des questions pour vraiment nous éveiller en nous la curiosité, et ensuite passer des mois avant de nous donner la réponse. C'est complètement commun ça. Oui, sauf que là, c'est la dernière séance. C'est... Il y aura peut-être une saison 2. L'important n'est pas dans la réponse, l'important est dans L'expérience. la réflexion générée dans l'esprit. Mais je vais y revenir quand même. Prenons de la distance sur le souffle, n'essayons plus d'analyser le souffle. La seule analyse qui demeure parfois, c'est celle de la vigilance qui observe rétrospectivement, c'est-à-dire en faisant des petites captures d'images. Qu'est-ce que je viens d'avoir à l'esprit quand j'ai complètement perdu mon objet de méditation, ici le souffle? Est-ce que je m'en souviens seulement? Et il faut trouver l'équilibre pour que cette vigilance ne nous fasse pas complètement sortir de l'objet. On ne passe pas non plus un quart d'heure à essayer de se souvenir d'une pensée qui de toute façon est tombée dans les limbes de l'oubli. Mais on ne vient pas non plus être trop superficiel dans l'observation de nos pensées. On vient essayer de trouver le juste milieu entre trop de capture d'image et pas de capture d'image. Capture d'écran, pardon. Capture d'écran, c'est un peu ce souvenir. On ne vient pas rembobiner toute la pensée avec tous les détails, mais juste se dire, ok, là j'ai pensé à ces jours en montagne. Puis après, peut-être que la fois d'après, on pourra aller un peu plus loin. Puis peut-être la fois d'après, on saura que en fait, c'est un bruit à l'extérieur qui nous a fait penser à quelque chose.
Ok. Alors la question est, est-ce que c'est important ou pas de déterminer à l'avance pour quelle durée on va méditer, et est-ce qu'en général, la durée des sessions est importante? Ah, c'est deux choses différentes, c'est deux questions différentes. Ouais, mais c'est dans le même package. Mais oui, c'est deux questions différentes. Moi, je peux Commençons par, est-ce que la durée des sessions importe ou pas? Moi, je peux répondre pour moi, Oui, et pour moi, ça importe. C'est-à-dire que je sais que le minimum, c'est une demi-heure avant de commencer vraiment à rester vraiment concentré. Je laisse les pensées se déchaîner, je laisse, puis pouf, petit à petit, ça diminue, et il me faut une demi-heure. Et là, je peux commencer vraiment à entrer dans la méditation, en fait. Mais pour, voilà, pour calmer, c'est ça. En deçà, c'est pas de la méditation, voilà, c'est autre chose. donc là, on a une version où en fait la méditation, ça va être plutôt distraction, 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 méditation, Mais, après 25 minutes. ouais, il me faut bien 25 minutes. Et là, tu as 5%, 5, non, tu as 10% là, de méditation si tu fais une demi-heure, à peu près. Après, il faut continuer, c'est-à-dire dès qu'au bout d'une demi-heure, ça y est, Tu t'arrêtes pas juste quand tu commences non, à mais non, ressentir. je continue encore, je continue un quart d'heure, 20 minutes, Hmm. mais bon, j'imagine que lorsqu'on est habitué, on peut y rentrer beaucoup plus vite. Est-ce que tu médites une seule fois par jour ou plusieurs fois par jour? Ah non, même pas tous les jours. D'accord, ça c'est important. Ok. Une fois par jour, tu médites. Si tu médites en général, c'est combien de temps? Trois quarts d'heure? Bah, oui, en deçà de trois quarts d'heure, pour moi, D'accord. c'est de la relaxation, je sais pas ce que c'est, mais... Et combien de fois par semaine? Oh non, je le fais même pas toutes les semaines, hein, je le fais quand j'en ai envie. D'accord, ok. Non, non, mais c'est important, parce qu'en fait, la durée dépend aussi de la fréquence. Mais bien sûr. Ok. C'est pas qu'elle est distraite puis qu'elle médite, c'est tout le temps de la méditation, mais la méditation s'approfondit après un certain temps, enfin la clarté de l'esprit se fait. Alors, dans le bouddhisme tibétain, on dira avant, c'est pas de la méditation. D'accord. Et Parce que la méditation, il faut que ça nécessite une certaine qualité d'esprit. Sinon, en fait, c'est des préparations, c'est un peu le tremplin, mais c'est pas vraiment de la méditation. Parce que là, si tu es particulièrement distraite, tu fais l'effort de méditer, mais tu viens pas vraiment méditer parce qu'il y a trop de distractions. Et sinon, je trouve que quand on fait une retraite, on observe bien à quel point le calme et la clarté s'approfondissent. Ouais. On se rend compte qu'on arrive imprégné de toutes sortes de préoccupations, de soucis, et que petit à petit ça s'affine. Et donc on voit bien comment le temps fait son travail. Et sinon, pour ce qui est de fixer à l'avance la durée d'une session, je pense que c'est un cadre qui nous sécurise et on a besoin notre esprit a besoin d'être sécurisé, de même que notre posture a besoin d'être stable, qu'il puisse se passer quelque chose. Ouais. Alors, dans les retraites, tu parles de retraites où c'est des moments de méditation qui durent combien de temps? 45 minutes en général. 45 minutes. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai une modeste expérience, mais plutôt inverse, c'est-à-dire que j'ai besoin de concentration, d'énergie. Donc, par exemple, le matin, c'est beaucoup plus facile pour moi. Par exemple, le soir, si je médite le soir, ben, j'ai une espèce de fatigue. Du coup, j'ai du mal. Moi, c'est plus l'énergie. Cette énergie, je sens, sur 5-10 minutes, je peux la déployer. Après, je sais pas, je pense qu'au fur et à mesure, ça se dégrade, quoi. Donc important ou pas important? La durée? Ouais. J'aime bien l'analogie avec le sport, je pense que ça peut être bien d'adapter à son niveau et à ses propres besoins. Peut-être qu'au début on peut commencer par 10 minutes. Je pense que ce qui est important c'est la régularité, la durée en tant que telle en fait. Ouais. Alors j'ai deux visions qui sont pas tout à fait semblables entre toi d'un côté qui dit que c'est plutôt des longues sessions et au bout d'un moment tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, et de l'autre de se dire je commence petit et j'augmente la durée. Est-ce qu'on peut dire bah en fait ça dépend de chacun, ou est-ce qu'il y en a une qui est
plus à même de nous faire progresser que l'autre? Il faut vraiment augmenter la durée alors, parce que si on fait des sessions de 10 minutes tous les jours, pourquoi pas. Enfin, moi, ça va pas m'aider, quoi, de faire 10 minutes tous les jours si j'augmente pas. Mais si on augmente, oui, j'imagine que si on passe de 10 à 15 à 20... Parce que ça, c'est important pour essayer d'établir une pratique quotidienne aussi. C'est de savoir qu'est-ce qui va me faire progresser. Si tout à coup, je veux me lancer dans un marathon et je cours 10 mètres par jour, bon, on peut se dire que c'est progressif, mais c'est trop peu. Voilà. Et à l'inverse, si j'ai jamais couru de marathon et que je commence à aller courir 30 km, c'est problématique. Et ce qui est problématique aussi, l'analogie que j'emploie souvent, c'est si on duplique la progressivité de la course à pied dans la méditation et qu'on se dit, moi je commence la méditation, je vais méditer 1 heure, l'équivalent de ça, dans la course, c'est décider de mettre ses chaussures, on sort dans la rue ou dans un parc, on fait 3 mètres, on s'arrête, on sort son portable, on commence à regarder ses mails, on check ses mails, on répond à 2-3 mails, on se dit « Ah non, mais François, tu dois courir quand même. » Ok, on court 20 mètres, on s'arrête, on commence à parler aux gens, on s'arrête sur le banc, on prend un peu le soleil, et on passe, on s'était prévu de courir pendant 2 heures, on passe 1h55 sur le côté de l'activité où on ne fait pas ce qu'on doit faire, et on court 5 minutes sur 2 heures. Est-ce que ça va être capable de nous motiver à maintenir un effort pour courir un marathon? Est-ce que c'est semblable pour la méditation ou pas? En fait, dans la discussion depuis tout à l'heure, il y a à la fois une discussion générale et une discussion qui concerne les débutants. Je pense qu'il faut qu'on distingue les deux. C'est évident quand on débute, on va y aller progressivement. Mais la question, c'est est-ce que ça suffit de méditer 5 minutes par jour? Bah non, en fait. Mais si on fait une analogie avec le sport, quand on fait des haltères, on fait des petites sessions, mais on se repose, et puis ensuite on refait, mais de nombreuses petites sessions, enfin, si c'est l'analogie avec le sport. Oui, mais on ne fait pas non plus « Oh, allez, c'est tout ». Mais ce minimum, je crois que c'est 20, il y a 20 tractions, après il se repose. Oui, mais il y a donc quand même un minimum. C'est pas une traction, effectivement, avec 500 grammes, sinon ça sert à rien. Est-ce qu'il y a un équivalent pour l'esprit? Parce que ça, c'est important. Si on fait des années quelque chose qui est trop petit pour nous faire progresser ou trop long pour maintenir une forme d'enthousiasme, où est-ce qu'est le juste milieu? En fait, ça, c'est un sujet super important. Dans la méditation, c'est super important parce que moi, je remarque que beaucoup de gens commencent la méditation et arrêtent parce qu'ils en font trop et ils le font trop mal. Déjà parce qu'il y a un manque de connaissance de la technique, donc les gens ils restent comme ça, j'appelle ça la méditation grille-pain, on a vraiment l'impression la méditation c'est pof, tu mets le toast, tu appuies dessus, tu attends que ça se passe, quoi. Tu t'attends 1 heure et au bout d'1 heure tu te dis bon le toast va être cuit, mais tu fais rien d'autre que ça, quoi. Méditation grille-pain, ben là tu peux attendre longtemps, alors peut-être, et je dis pas du tout que c'est ton cas, hein, mais il arrive que, c'est sûr, après un moment, on se sente bien, parce qu'on est juste statique aussi pendant un moment, c'est plaisant. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va nous maintenir dans la pratique, parce que il y a trop d'échecs. Comme la course à pied, où on ferait 50 minutes, où on ne court pas vraiment. Mais à l'inverse, si on fait 10 mètres, ça ne marche pas non plus. Donc, je pense que apprendre la technique, c'est super important. Parce que si notre méditation, pour la durée, elle consiste dans une technique qui est complètement erronée, parce qu'on ne vient pas appuyer sur les bons leviers, ben, je pense qu'il ne vaut mieux pas le faire. Parce qu'en plus, on prend des mécanismes mentaux qui sont assez difficiles à contrecarrer après. On prend le mécanisme mental de se dire la méditation, c'est se vider l'esprit, je reste assis sur le coussin, j'attends que ça se passe. Grille-pain. Et on attend.
Et en fait, on développe une forme de léthargie, de relâchement mental qui vient contrecarrer la clarté qu'on doit développer. Donc à terme, c'est pas très bénéfique. Donc le texte, à la question posée, dit sur ce sujet, les maîtres des lignées tibétaines disent qu'on devrait faire de nombreuses petites sessions. Pourquoi ? Certains disent que si on médite en de brèves sessions et on s'arrête quand ça va bien, on va avoir envie de méditer à nouveau à la fin de chaque session, alors que si la session est trop longue, on va se fatiguer. D'autres disent que si la session est longue, il va être facile de tomber sous le coup du relâchement et de l'excitation, donc il va être difficile de développer une concentration sans erreur. Donc ça, comment on peut le comprendre pour nous qui ne sommes pas dans un univers monastique, dans notre vie de tous les jours? Comment essayer de trouver la recette miracle? Parce qu'on voit même dans le sport, hein, les entraînements, moi j'ai fait beaucoup de trail par exemple, je sais que trouver les entraînements qui sont optimaux, c'est difficile parce que tu dois travailler la haute intensité, l'endurance, quel ratio de chaque, combien de fois par semaine, pas être trop fatigué, pas être trop non plus dans quelque chose qui ne fait pas progresser, mais il y a la même chose avec le travail de l'esprit, c'est de trouver l'entraînement qui pour nous est le plus propice à développer nos qualités mentales. Alors ça, voilà. Le problème de faire des sessions trop longues, c'est qu'on peut avoir envie de méditer, mais envie de méditer, ce n'est pas nécessairement de l'enthousiasme. Parce qu'on est très fort à se mettre des... Il faut que je médite tous les jours. Je vais revenir sur le coussin. Mais ça, ce n'est pas du tout de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est de la joie dans la vertu. C'est de la joie dans quelque chose qui est bénéfique. Donc il faut que ce soit joyeux. Si on se fixe, et c'est là la différence avec le sport, enfin dans mon cas en tout cas, c'est que je pouvais me forcer à aller courir. Les matins, je n'avais pas du tout envie, mais par discipline, je le fais, quoi. Je me suis fixé que je m'entraînais 4 fois par semaine, je m'entraîne 4 fois par semaine, et les matins il pleut, je sors dehors, je suis trempé, j'y vais quand même. Mais si on adopte ça dans la méditation, le problème c'est qu'on ne peut pas forcer l'esprit comme on force le corps. Pour forcer l'esprit, il faut un peu lui tendre la carotte quand même. Et lui tendre la carotte, c'est maintenir une forme d'enthousiasme. Et quand on en fait trop longtemps, on se décourage. Quand on médite pour trop longtemps, on se décourage. Et donc, on n'a pas du tout envie de revenir sur le tapis après. Mais on le fait parce que j'ai envie de méditer, il faut que ça marche. Sauf que ça, ce n'est pas de l'enthousiasme. C'est de la contrainte. Alors, bien entendu, il y a aussi une forme de discipline qui est une forme de contrainte dans la méditation, mais il ne faut pas que ce soit prédominant par rapport à l'enthousiasme. Il faut avoir envie, il faut savoir pourquoi c'est important pour mon mode de vie, dans ma vie, dans mon existence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est global, c'est une réflexion sur notre vie elle-même, qui dépasse même le seul champ de la méditation. C'est quelles sont les priorités aussi, à quel point le développement de l'esprit est important et doit prendre une place peut-être dans notre existence qui est importante. Donc avoir envie de méditer, ça, c'est difficile à maintenir quand on fait des sessions trop longues, dans lesquelles il y a trop d'erreurs, dans lesquelles il y a trop de distractions. Parce qu'en plus, on va glisser de « je perds l'objet de méditation » à « t'es distrait ». Voilà, mais t'es encore distrait. Mais ça, tu vois, tu es distrait, là tu ne fais que de la distraction. Et on tombe dans quelque chose qui est une forme de rumination, on n'observe que les problèmes dans la méditation, et on fait ça pendant 55 minutes, et les 5 dernières minutes, on regarde ce qui se passe de bien, ou on commence à sentir quelque chose, sauf qu'on a planté dans l'esprit la reconnaissance pendant 55 minutes de problèmes. Et que naturellement, l'esprit va faire la balance en se disant, ça va être difficile la fois prochaine quand même. Et on y va sur le coussin avec un peu moins d'envie. Alors, je suis d'accord avec toi, dans le sens où l'inverse, si on médite que par petites sessions de 5 minutes, si on fait ça une fois par jour, c'est peut-être pas suffisant. Mais si on fait 6-7 sessions de 5 minutes par jour, ça peut être très bénéfique aussi.
Moi, dans les retraites de Shamatha, je fais plein de petites sessions. Mais dans la même journée, Dans la même journée, oui. Et je me rends compte que ça produit beaucoup de bienfaits. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils se disent « Ah, j'ai envie d'en faire plus quand même, là. J'ai envie de… » Et bien, c'est justement ça, l'enthousiasme. Ils commencent à produire dans leur esprit « Waouh, j'arrive pour 5 minutes. Si je faisais 10 minutes. » Et on sent qu'ils ont envie. Et parce qu'ils ont envie, ils créent des causes et des conditions dans leur esprit pour permettre d'aller plus loin et le faire avec une qualité d'esprit où on maintient la pleine conscience et la vigilance. Donc c'est sûr, si on a le choix entre faire une session de 25 minutes par jour et faire une fois 5 minutes, je pense qu'une fois 5 minutes, peut-être que c'est vraiment trop peu, peut-être. C'est peut-être juste faire un… Je prépare les championnats du monde. C'est peut-être trop peu, ça. Mais je trouve que cette idée, elle est en contradiction avec ce qui se pratique dans beaucoup de retraites. Je pense aux retraites zen, j'en ai fait beaucoup. C'est des retraites où on fait toute la journée des sessions de 45 minutes, puis marche méditative, puis 45 minutes, puis marche méditative, avec assez peu d'instructions. Et l'idée que se plonger, simplement se mettre en posture et observer son souffle, ça va suffire à nous faire lâcher en fait nos perturbations mentales. Ça, moi, je dis pourquoi pas, ça peut marcher pour certains. Dans le contexte de la technique qu'on observe ici, ils diront, il y avait à l'époque du Tibet des gens qui disaient, dans la méditation, les distractions, c'est un peu comme en haute mer, dans le temps, pour savoir s'ils étaient proches des côtes, ils mettaient au-dessus d'un bateau un nid avec des corneilles. Et en fait, ils laissaient partir les corneilles, et si les corneilles, elles revenaient, ça veut dire qu'ils étaient loin de la côte. Et ils disaient, bon, de toute façon, les corneilles, on les laisse partir, elles vont revenir, s'il n'y a pas de côte. Et l'instruction, c'était, bon, de toute façon, laisse aller tes distractions, il y a un moment, tu vas finir par être focalisé. Sauf que j'ai entendu un guéché, il a dit, tu peux attendre longtemps quand même. Parce que les distractions, on aime quand même ça, et pour les déjouer, il y a quand même besoin, il me semble, d'une technique. En tout cas, ça aide. Moi, je médite depuis des années, et j'ai jamais été aussi efficace dans la méditation que depuis que j'emploie cette technique. Après, les enseignements du Bouddha, il a donné des instructions qui peuvent sembler contradictoires, mais qui sont en fait destinées à différents types d'individus. Donc, je dis… C'est même pas le Bouddha, c'est des traditions bouddhistes différentes dans des cultures différentes qui ont… Mais tout ça, ça prend source dans des sutras quand même. Hein. C'est pas juste des gens qui l'ont sorti de leur chapeau, ça. C'est tout inspiré de… Mais je veux dire, le zen, ça date du XIIIe siècle, par exemple. C'est pas le Bouddha, en fait. Oui, mais ils étudient les sutras quand même dans le Bouddha, dans le zen. Non, le zen, c'est aussi une tradition qui s'appuie sur les sutras, mais c'est une tradition qui est née par le déploiement du bouddhisme en Chine et au Japon, par exemple, mais c'est pas parce que ça s'est déployé à ce moment-là qu'on peut dire que ça a été inventé à ce moment-là. Ça a quand même source dans les textes des discours du Bouddha. Mais après, ça procède d'adaptation culturelle, etc. Mais c'est d'autres approches. Si ça fonctionne, faites-le. Moi, je sais que je trouve que ça, c'est efficace. Parce que moi, en plus, j'ai fait beaucoup de sport et je sais que de pratiquer sous le même mode, d'y aller doucement et quand ça fonctionne, en faire un peu plus, c'est ce qui fonctionne pour moi. Mais après, encore, il y a plein de petites… Oui, James ? Pour réagir, moi, j'ai fait effectivement une retraite où c'était des sessions de 45 minutes et j'ai trouvé ça super. Mais par contre, je ne suis pas capable de faire 45 minutes tous les jours chez moi, en fait. Donc je pense qu'il y a aussi cette adaptation entre le mode retraite, Ouais. on est complètement quand même assez isolé des distractions du quotidien, et puis le mode où on veut avoir une pratique chez soi, où là, effectivement, se faire 45 minutes tous les matins, c'est possible pour certains, mais ça peut être compliqué pour d'autres. Ouais. Alors après, ça, je pense que dans le contexte des retraites, de toute façon, il faut accepter de méditer beaucoup plus et beaucoup moins quand on revient chez soi. Mais après, c'est pas juste l'envie qui détermine si on peut méditer tous les jours. Hein. C'est notre univers familial aussi. Est-ce qu'on a un espace même à l'intérieur de notre appart où on peut être calme ? Il y a plein de variables qui permettent ou pas de méditer dans le… Oui,
dans la journée. Donc, tu disais que ce sutra indiquait que c'était plus pertinent et plus efficace en fait de méditer plusieurs fois des plus courtes durées. Est-ce qu'il y a une précision sur la durée et la fois? Alors, ça, oublions pas, c'est dans le contexte de quelqu'un qui peut-être est dans une communauté monastique et qui veut atteindre le calme mental, avec le cahier des charges derrière, où c'est vraiment, c'est championnat du monde, on pourra dire. C'est vraiment la méthode professionnelle pour développer une absorption méditative. Mais nous, on peut tirer quand même des leçons des conseils qui sont donnés là, heureusement, parce que ça fonctionne un peu de la même manière. Donc oui, là, alors, à l'époque, il n'y avait pas de montre, déjà. Dans l'Inde antique, les journées étaient divisées en 60 moments de 24 minutes. Mais c'était c'était plus mathématique que vraiment, il n'y avait pas de... C'était ressenti. C'était une indication. On appelait ça un gatika, 24 minutes. Et c'est devenu le maître étalon de la durée minimum presque d'une méditation de shamatha. Moi, je me rends compte qu'elle est beaucoup trop longue déjà, pour nous, souvent. Parce que déjà, ça veut dire que quand on médite 24 minutes, on tombe déjà dans quelque chose qui perd de sa qualité, qui se dilue un peu. Éviter que notre méditation, elle se dilue. Mais après, encore une fois, si on ne fait qu'une fois par jour, peut-être qu'il faut faire 25 minutes d'un coup. Ça, c'est à vous de le trouver. Donc là, le texte dit, c'est Kamalashila, un grand maître indien, qui dit dans les étapes de la méditation, à cette étape, engagez-vous dans la méditation, dans l'équilibre méditatif pendant 24 minutes, 1h30, 3 heures, ou autant que vous souhaitez. Bon, ben, pour qu'on en arrive là... Allez, ben voilà, ben la journée est terminée, merci. On va faire une petite méditation jusqu'à 17h30. Vous êtes prêts? Non, pour y arriver. Mais il y en a qui arrivent à méditer des heures et des heures non-stop. Hein. Ça, c'est quand on atteint le niveau 7, 8, 9. Après 9, on peut méditer autant qu'on veut, en fait. Il n'y a plus de... Et toi-même, tu as déterminé qu'il était préférable, comme un peu pour le sport, de faire quelque chose de fréquent, régulier et d'une durée. Et quel est ton choix, si tu veux bien nous le transmettre? J'ai pas vraiment de... Moi, ma durée, elle dépend de est-ce que je suis dans un univers de retraite, est-ce que j'ai beaucoup d'activités à faire dans la journée. C'est assez variable, en fait. Je fais plutôt beaucoup de petites sessions, mais j'essaie de faire des sessions aussi assez longues, parce que c'est dans ces sessions-là aussi on va pouvoir pousser. Mais si on a l'impression dès le départ de ne pas savoir quoi faire, on va pouvoir se calmer un peu, mais on ne va pas savoir quoi faire après une demi-heure, en fait. Parce que là, ça veut dire que c'est un problème de technique, où on ne sait plus vraiment quel levier employer. C'est pour ça que c'est important de revoir la technique, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et une fois qu'on l'a fait, faire des tests, c'est exactement ce qu'on fait ce matin. Hein. Si on ne sait pas quoi faire pendant 1 minute, on va difficilement savoir quoi faire pendant 25 minutes. Donc, commencer par 1 minute, faire des tests. Quelle est la différence entre l'analyse et le placement? Quel équilibre entre la pleine conscience et la vigilance? Je fais des tests, j'arrive. Ah ouais. Et ça va déjà planter dans l'esprit. Ok, ouais, tu vois, tu y arrives. On appelle ça c'est devenu hyper à la mode, ça, les Atomic Habits. C'est un livre qui a été écrit sur les micro-habitudes. De prendre des habitudes où on se dit, si je veux me lancer dans écrire un livre, eh ben, qu'est-ce qui est vraisemblable que je peux écrire en une journée? Bon, je peux écrire vraisemblablement 2 pages. Ben, tu vas écrire un paragraphe. C'est une micro-habitude. Et de le faire tous les jours, ça va maintenir, paraît-il, l'enthousiasme pour pouvoir le maintenir et continuer. Sauf que moi, je me rends compte que c'est un peu comme de se dire oh, « Allez, j'en fais un ». Micro-habitude, parfois c'est trop petit pour venir générer une forme d'enthousiasme. Mais c'est devenu un terme très à la mode, il y a plein de livres qui ont été écrits sur le domaine, et ça rejoint un peu ça quand même, de faire plein de petites sessions. Mais c'est à vous de trouver aussi que ça ne tombe pas dans le trop minimum aussi. Oui? Quand tu parles, il y a beaucoup de gens qui ont évoqué donc, des retraites pendant lesquelles on médite 45 minutes.
j'ai aussi fait ça, et c'est 45 minutes pendant lesquelles on est guidé. Le plus souvent, on est guidé quand même, plus ou moins. Et donc, ok, mais tu n'as pas parlé... Enfin, quand je médite chez moi toute seule, je ne suis pas toujours forcément guidée. Parfois, j'écoute des audios, justement quand je suis un peu paumée, quand j'arrive pas à méditer très longtemps. Et c'est pas du tout pareil de méditer 45 minutes en étant guidée, que même méditer 10 minutes sans être guidée. Je trouve que c'est beaucoup plus facile les 45 minutes avec guidance que les 10 minutes où je suis complètement là toute seule et où c'est vachement plus compliqué de ne pas penser à ce que je vais faire plus tard. Ouais. Alors ça, c'est un point important, ça. Ouais, parce que c'est vraiment pas la même chose, en fait. Bon, à terme, l'idéal, c'est de savoir se guider soi-même. C'est un tremplin, en fait, la méditation guidée, pour à la fois comprendre ce qu'il faut faire et à la fois, par répétition, mémoriser les instructions, jusqu'à temps que... Moi, je remarque que des gens font des retraites de shamatha avec moi, et puis, au bout d'un moment, ils sentent que c'est le moment de faire des retraites individuelles. Les retraites n'ont jamais été vouées à rester guidées. Parce que quand je conduis une retraite et que je fais des sessions de 10 minutes, il y en a pour qui c'est trop peu, il y en a pour qui c'est pas assez, il y en a qui ne se retrouvent pas du tout. C'est normal, parce que je fais une espèce de moyenne. Donc, oui, tu peux faire des sessions plus longues quand tu es guidé, mais après, encore une fois, est-ce que c'est vraiment de la méditation ou est-ce que c'est de la réflexion? Parce que les réflexions, tu peux les faire assez longtemps, mais si tu veux vraiment travailler l'habilité à méditer, ça c'est un autre domaine. Et pour ça, il faut être assez prudent sur la durée. Mais en général, les méditations guidées, ce qu'on fait d'ailleurs ici le mercredi soir, strictement parlé, ce n'est pas vraiment des méditations. Parce qu'il n'y a pas cette qualité de l'attention, mais c'est une forme de réflexion profonde qu'on fait assis sur un coussin, qui peut être très vibrante, très éclairante, mais qui n'est pas de ce domaine de l'attention comme on le fait là, nous. Pour développer le pouvoir de l'attention, par contre, il faut faire des sessions qui sont courtes et nombreuses. Mais ça, comment on fait dans la vie de tous les jours? Faire sessions nombreuses. Quand on travaille, par exemple, alors vous pouvez essayer, hein, vous allez aux toilettes, fermez la porte, vous faites 5 minutes. Il y a moyen aussi peut-être pour certains, d'instaurer, de faire des micro-méditations. Moi, je remarque que quand je fais une seule session par jour, c'est de moindre qualité par rapport à plein de petites sessions, ça c'est sûr. Et dans les retraites, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on en fait plein. Et le but après, c'est qu'on génère en nous le dire, mais en fait, pendant ces sessions de 5-10 minutes, je ne suis pas du tout distrait. Et là, on vient générer la croyance dans la possibilité de pouvoir se concentrer vraiment. Et on se dit, waouh, François, si tu arrives à te méditer pendant 3 quarts d'heure, sans perdre l'objet, et on y croit. Et on est enthousiaste. Et là, on vient naturellement se glisser sur le coussin avec aisance en se disant, ok, je peux y arriver, je peux me concentrer. Et cette aisance, elle vient doucement se développer en un sentiment de bonheur aussi. Parce que la méditation de concentration, c'est aussi de reprendre contact avec notre propre potentiel, à maîtriser notre esprit plutôt qu'être maîtrisé par lui. Et ça vient naturellement après. Oui? Une question pratique. Disons que tu as 5 minutes, 5-10 minutes. Est-ce que tu vas mettre un réveil 10 minutes ou en fait tu te... Je fais un peu les deux en fait. Donc, ce que je disais, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de réveil. D'ailleurs, les matins, ils se levaient sans réveil. Et leurs sessions de méditation, elles étaient dictées pas par l'injonction du réveil, mais par est-ce que ma méditation, elle reste de bonne qualité? Est-ce que je termine en ayant encore un peu, en ayant sous le pied un peu encore, pour reprendre le jargon automobile. Est-ce que j'en ai encore un peu sous le pied? Ah ouais, je pense que je peux en faire un peu encore. Ça, c'est bon de terminer. Ouais. Alors, c'est un peu... Il ne faut pas s'arrêter non plus. Oh, stop. Parce qu'il y a un moment, il faut complètement rentrer dedans aussi. Hein. À l'étape 5, on va commencer à sentir un bien-être dans le corps et dans l'esprit qui va devenir exponentiel. Il ne faut pas s'arrêter là.
Il faut se dire, il faut maintenant l'adopter, il faut le regarder, l'installer, il faut rester longtemps avec, parce que c'est ce qui va développer encore plus de clarté et de vigilance mentale pour aller au-delà des étapes 5, 6, 7. Là, on commence à sentir une souplesse, une félicité, une forme d'extase à l'intérieur de nous qu'il va falloir installer. Donc là, il ne faut pas s'arrêter à ce moment-là. C'est pour ça que ce conseil, il est à prendre dans le contexte de la pratique elle-même, des différentes étapes. Donc au départ, en fait, c'est relatif à ton niveau, en fait. Si tu sens que c'est la première fois que tu vas si loin, ben, essaye pas de trop pousser non plus. Mais si tu es habitué à aller aussi loin, et que tu sens qu'il se passe quelque chose de plaisant, ben, tu peux aller plus loin. Ça dépend vraiment de quelles sont les durées que tu as eues déjà dans les précédentes sessions aussi. C'est très relatif. Hein. Est-ce que ça répond un peu ta... Oui, c'était le réveil, c'est vrai que parfois... Ah oui, c'était le réveil. C'est brutal, tu vois, c'est-à-dire que tu vas mettre 10 minutes, et puis boum, tu te dis c'est pas le bon moment. Mais à l'inverse, parfois, tu te dis ok, je vais y aller pour 5, et puis 10 minutes, puis tu restes un quart d'heure, 1 minute, tu fais bon, c'était un peu trop long, c'est pas toujours... Alors, moi je trouve que l'équivalent, c'est un peu est-ce que je mange parce que j'ai envie de manger ou est-ce que je mange parce que j'ai faim? Est-ce que je sors de ma méditation parce que c'est le réveil qui le dit ou parce que j'identifie dans mon esprit que c'est le moment? Et je pense qu'au final, c'est ça qui doit être le plus important. C'est un peu comme de courir avec des montres. On se rend compte que si tu cours avec une montre, et moi je faisais de la compétition, je courais et je me fixais sur ma montre, et tu te fixes à ta fréquence cardiaque par exemple. Donc ta course, elle est délimitée, le premier tiers, c'est avec une certaine fréquence, deuxième tiers, certaine fréquence, troisième tiers. Et en fait, il y a des jours, tu vas être très en forme et tu pourras aller beaucoup plus loin que ça. Et il y a des jours, par contre, si tu essaies de faire ce que tu as déterminé sur ta montre, tu vas être complètement fatigué, tu vas t'épuiser. Donc il ne faut pas non plus porter trop d'importance au temps sur le réveil, mais si ça nous aide à prendre une espèce de discipline dans la méditation, ça peut être bénéfique de l'instaurer aussi. Donc là non plus pas de décision, d'indication claire en fait. C'est à vous de le voir ça. Peut-être en réfléchissant à ce que tu disais, c'est qu'il y a différents types de sonneries. C'est vrai que à la limite, je peux mettre juste un gong. Ouais. Il y a des gongs sur des applications. Moi j'ai juste un vibreur, moi ça vibre. Éviter le réveil un peu trop. Ouais. Il y a des petites applications, tu peux avoir un gong au début et à la fin. Ouais. Mais si vous sentez que vous avez besoin de régularité, parce que l'inverse, certains vont commencer à faire 20 minutes sans réveil, puis après, au bout de 10 minutes, ils vont dire « Moi, je pense que ça fait 20 minutes, là. » Et puis après 5 minutes, j'ai l'impression que ça fait 25 minutes déjà. Si ça vous aide d'avoir la régularité, mettez une alarme. Mais il y a un moment, je pense que c'est vraiment l'indicateur intérieur qui doit être... Donc, la Matson Kappa dit, si vous pratiquez les techniques de la pleine conscience et de la vigilance, comme expliqué ci-dessus, vous souvenant de l'objet de méditation et de monitorer, de vérifier votre méditation à intervalles modérés, c'est pas grave si votre session est un peu longue. Donc là, ce qui détermine la qualité de la durée de la session, c'est est-ce que je maintiens un contact avec l'objet? Est-ce que j'ai encore une fraîcheur d'esprit suffisante pour venir savoir si je suis distrait ou pas? Ça, c'est vraiment ce qui doit déterminer la durée de la session. Si j'ai ni pleine conscience, ni toutes mes pensées, alors j'arrive pas du tout à savoir ce que je viens de penser, ou je pense que j'ai des pensées, mais je ne sais pas du tout ce que c'est que peut-être il y a un manque d'enthousiasme, peut-être c'est pas le bon moment, peut-être qu'il faut que je réinstaure un peu la compréhension de la technique. Mais par contre, si je pense que j'ai une bonne pleine conscience, une bonne vigilance, là je peux y aller. Là. Et ça dépend des moments de la journée, et c'est ça qu'on doit sentir finalement. C'est ça qui doit déterminer la durée. Pourtant, ce qui arrive en général, c'est que deux choses arrivent quand on est débutant et qu'on fait des sessions trop longues. D'un côté, on devient distrait
on devient distrait. En ce cas, on ne reconnaît pas les occurrences du relâchement et de l'excitation rapidement, mais après seulement une longue période. Donc là, en fait, pour ceux qui viennent pour la première fois, les obstacles principaux qui empêchent l'esprit de s'absorber, c'est le relâchement et l'excitation. Le relâchement, c'est qu'en fait, on a une forme de mollesse mentale qui conduit à une forme de léthargie et de sommeil après. Et l'autre opposé, c'est une forme d'excitation. Et ça vient particulièrement à un moment dans la méditation où on commence à sentir les bienfaits de la méditation, on commence à sentir l'esprit qui devient hyper dispo, hyper flexible. Et là, on commence à se dire « ouh », on commence à s'exciter un peu. Ça, c'est deux obstacles principaux. Donc, quand on fait des sessions trop longues, la vigilance, elle n'est pas suffisamment, elle est trop diluée pour reconnaître ces deux choses-là. Donc là, il vaut mieux faire de petites sessions. Et d'un autre côté, on ne perd peut-être pas la pleine conscience, on reste avec l'objet, mais il est facile de tomber sous le coup du relâchement et de l'excitation, et on ne va pas reconnaître rapidement quand ces deux apparaissent. Donc le premier cas, d'oublier trop l'objet, parce qu'on fait des sessions trop longues, on passe trop de temps dans la distraction, c'est un facteur qui va être contre-productif pour la pleine conscience. C'est-à-dire si on dilue trop la méditation et qu'on est trop dans la distraction, on ne va pas pouvoir développer une pleine conscience de qualité. Parce qu'on n'entraîne pas le facteur de l'esprit qui n'oublie pas son objet de méditation. On prend des mauvaises habitudes. Donc faire de petites sessions, c'est aussi ce qui permet de, paf, tout de suite, tac, je suis sur le souffle. La pleine conscience est de bonne qualité, bon, j'ai plein de distractions qui arrivent, mais au moins je n'oublie pas le souffle. Et quand on s'habitue à ça, on génère une habitude bénéfique dans le développement de la pleine conscience. Et dans le deuxième cas, on a la pleine conscience, mais on n'a pas une bonne vigilance, on ne sait pas reconnaître le relâchement et l'excitation, et ça, c'est problématique pour le développement de la vigilance. Voilà, principalement, après il y a d'autres petites nuances, mais pour la durée des sessions. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Donc, ce qu'on va essayer de faire, quelle heure il est? Midi 23, on a jusqu'à midi 50, donc on a exactement 25 minutes. Et bien on va faire une session de 25 minutes. Parce qu'il faut déterminer par votre propre expérience qu'est-ce qui est trop et trop peu. Donc si on fait une fois une session de 25 minutes, ce n'est pas ce qui va tuer notre enthousiasme de manière irréversible. Hein. Je ne suis pas en train de saboter vos efforts que vous avez mis pendant des mois à méditer, rassurez-vous. Mais parfois c'est bien aussi, particulièrement quand on s'habitue à faire des petites sessions, de se dire « Ok, je vais essayer de faire une session longue pour voir ce qui se passe. » Parce qu'au final, l'absorption méditative, c'est de pouvoir rester des heures en méditation. Donc il va falloir qu'on s'habitue aussi à rester plus longtemps. Donc je vais la guider très légèrement, cette méditation. Par quoi perçoit-on le souffle? Parce que si à cette question, on se dit oh, « je ne sais pas trop, je ne sens pas trop le souffle », c'est que là, notre objet de méditation, il a peut-être un petit peu disparu. Mais à l'inverse, on peut percevoir qu'on est en contact avec le souffle parce qu'on l'entend, parce qu'on voit notre corps bouger, parce qu'on sent les sensations tactiles autour
du nombril, au passage de l'air dans les narines. Et nous n'analysons plus le souffle. On prend la distance, puisque de toute façon la respiration est là. Et là, comme on est sur une durée beaucoup plus longue, cette vigilance va être un peu plus discrète pour pas que ça vienne tendre l'esprit. La priorité, c'est le souffle. Et de temps en temps, essayez de percevoir la présence de vos distractions grossières en faisant une capture d'écran des pensées que vous venez d'avoir. Et on maintient un souffle assez naturel. Et c'est normal de ne pas pouvoir repérer toutes les distractions grossières. C'est pour ça qu'on a besoin de méditer. C'est pour ça que la vigilance doit gagner des galons, se parfaire, être développée dans l'esprit. C'est pour ça qu'on médite. C'est pas qu'on doit commencer, que tout doit être parfait. J'accepte l'état de mon esprit, même si je suis en train de m'endormir.
je peux juste observer si dans mon esprit il y a une pleine conscience qui maintient notre appréhension avec le souffle. Est-ce que j'ai une certaine vigilance ou pas? Je peux avoir une note mentale pour observer la qualité à présent de la pleine conscience et de la vigilance. Juste percevoir si elle s'améliore ou pas, sachant qu'il n'y a pas de conclusion définitive à tirer de cette constatation, c'est juste une observation.
Et ma vigilance peut de temps à autre déterminer si des tensions musculaires ne se sont pas installées, qui viendraient appuyer peut-être une forme de raideur mentale, de vouloir faire trop bien, de faire en sorte que ça marche, mais avec un peu plus de tension que ce qui est vraiment bénéfique. Il faut que ça se fasse à l'intérieur d'un esprit joyeux, dans l'aisance. Est-ce qu'on observe ou pas que les pensées se calment un peu, ou que les distractions ont l'impression d'être plus présentes? Est-ce qu'on a peut-être l'impression d'être un peu plus en contrôle de notre esprit, que ça requiert un peu moins d'effort de rester avec le souffle ou pas?
Alors on a fait 20 minutes, pas 25, parce que je pense que c'était bien qu'on échange un peu avant la pause. Est-ce que ça a semblé 1 heure ou est-ce que ça a semblé 5 minutes? C'est passé vite. C'est passé vite? Une question. Dans les 10 premières minutes, j'étais très concentré et du coup, je me demande si je ne me tendais pas trop parce qu'après, dans les 10 minutes suivantes, j'ai senti une fatigue et là, c'était pas vraiment des distractions, c'était plutôt des espèces de fuites. Ça partait des rêves, enfin, ça partait dans tous les sens. Donc, question. Au début, je me disais, je suis vraiment concentré, je pense à rien d'autre qu'au souffle. Mais en fait, sur la durée, j'ai pas pu tenir. Ouais, ben c'est peut-être qu'il vaut mieux faire 10 minutes. D'accord, mais c'est pas le fait d'être trop tendu, tu vois, je me suis trop tendu. Ouais, mais après, ça peut être ça aussi. Ça m'a épuisé le. D'ailleurs, quand on atteint le niveau 4, c'est on ne perd plus l'objet. On ne perd plus complètement. C'est-à-dire qu'on a des distractions encore moyennes et des distractions subtiles, mais on ne perd plus l'objet. Tant qu'on a cette pleine conscience, on ne perd plus l'objet. Ça peut durer 3/4 d'heure, on ne perd plus l'objet. Mais il y a un moment, on ne peut pas rester que dans ce mode-là. Il va falloir qu'on vienne générer un pouvoir à l'intérieur de la méditation qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de l'effort joyeux, qu'on ne va pas générer parce qu'on réfléchit aux qualités de pourquoi c'est bon de méditer, mais c'est parce qu'on voit en temps réel les bienfaits. Donc le niveau 5, il est caractérisé par le fait de regarder en temps réel les bienfaits de la méditation. Et ça nous fait dire, ok, maintenant je sais pourquoi je le fais. Et on vient en fait dans la méditation créer un carburant qui alimente la méditation. Et ça crée une réaction en chaîne. Et l'étape 6, on vient cette fois-ci faire la même chose sur les problèmes de la distraction. Avant la pizza, on a vraiment envie de rester sur la pizza. Mais il y a un moment où on se dit, ok, je vois vraiment le problème de ces pensées que je ne contrôle pas. C'est vraiment là, perçu de manière expérientielle, ok, je vois le problème vraiment en temps réel de la distraction. Pas parce que je me dis, oui, mais la distraction, ça sert aussi, c'est dans la réflexion, mais là, en temps réel, on voit les problèmes. Et quand d'un côté, on a les qualités de la concentration et de deux, les problèmes de la distraction, on crée les causes et les conditions pour générer cette réaction en chaîne dans laquelle on vient s'absorber naturellement. Parce que ça se fait dans quelque chose de très plaisant, de très détendu, d'expériences qu'on a dans cette vie sans doute jamais goûtées, mais qui perpétuent le cycle de la méditation sans problème. Mais au début, il y a un côté un peu dans la peine quand même. C'est pas que c'est complètement exempt, c'est que dans la joie. En fait, la joie, elle est vraiment développée au niveau 7, pardon. Et avant ça, il faut quand même mettre un petit peu d'huile de coude. Mais on ne peut pas rester que là-dedans parce qu'il y a un moment, on se fatigue. Il y a un moment, il va falloir remplacer ça par quelque chose de beaucoup plus pérenne, qui en dit beaucoup aussi sur la manière dont le bouddhisme présente qu'est-ce que l'effort. L'effort, il est joyeux. Le courage, il est joyeux. Parce qu'on est beaucoup plus fort quand on est joyeux et enthousiaste que quand on fait les choses. Et ça, dans le bouddhisme, c'est très clair que l'héroïsme, il est joyeux. L'héroïsme, c'est pas d'en baver beaucoup plus que les autres. Ça, c'est pas quelque chose qui est pérenne dans le développement de l'esprit. Donc il y a un moment, on le génère dans la méditation. Je peux reformuler ce que tu as dit. Enfin, dans les niveaux supérieurs, donc tu es comme quelqu'un qui est tellement content de ce qu'il fait, et quelqu'un le dérange, la distraction le dérange. Il devient complètement insatiable. Non, alors. Plus la distraction parce que ça le dérange, et du coup, Les distractions, c'est pas les sons autour. Tu auras toujours des sons autour de toi. Les distractions, c'est ton esprit qui vagabonde. C'est oui, pas. Justement, tu dis, je suis dérangé par ça, et du coup, tu te recentres spontanément. En fait. On voit les problèmes en temps réel. On voit les problèmes de se laisser distraire. Et naturellement, c'est ce que tu dis, c'est que on vient naturellement plonger dans la méditation. Comme un gamin qui joue dans le sable et qui n'a plus du tout envie de sortir du bac à sable. C'est la notion d'effort joyeux. Dans la notion d'effort joyeux, il y a l'insatiabilité. Mais cette insatiabilité, elle n'est pas du tout problématique, à l'inverse de l'insatiabilité qu'on a du mécontentement, de toujours vouloir plus.
Là, on veut plus, mais on sait que c'est possible. C'est possible de l'accomplir et c'est bénéfique. Ce n'est pas une insatiabilité qui vient produire du mécontentement et de la frustration. C'est une insatiabilité qui vient générer dans l'esprit quelque chose d'unique. Mais ça se fait à l'intérieur de la méditation. Donc c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on vient vraiment comme un sous-marin nucléaire qui peut rester dans la mer pendant des années presque, parce qu'il a un carburant à l'intérieur qui est très pérenne. Là, on vient générer de l'enthousiasme, et en même temps, on le regarde, cet enthousiasme, et il vient générer plus de concentration, et vient générer... Et puis on est parti là. Et c'est ce qui fait qu'il y a un moment, même à mesure qu'on regarde les qualités de la concentration dans le corps, on n'a plus du tout de douleur, on n'a plus du tout de fatigue. On demande parfois, mais comment je vais faire pipi, moi, quand je dois méditer 12 heures? On n'a plus envie de faire pipi. Pour la durée, en tout cas, de la méditation, on n'a pas besoin de faire pipi. On n'a pas de douleur, on n'a plus de douleur. Et du coup, l'effort maximum, tu ne déconseilles pas l'effort maximum au début? Il y a un effort important, mais il est à comprendre dans... Il ne faut pas que je me dise... L'effort maximum, ce n'est pas plus aucune distraction. C'est l'effort maximum qui est compris dans la technique qu'on vient de voir. Mais c'est sûr qu'il y a une notion d'effort. Dans le dessin que vous avez discuté après le repas, qui l'a d'ailleurs ce dessin-là? Qui l'a apporté? Vous en avez plusieurs copies? Non. Un? Tu l'as? Il en faut 2 ou 3, un par groupe de discussion. Vous allez discuter des étapes qui conduisent à Shamatha. En quoi ça peut être pratique ce dessin? Donc vous allez découvrir, il y a la table des matières derrière, la légende, pardon, et vous allez discuter ensemble de ces étapes. Et la question c'est, est-ce que ça c'est juste une description de ce qu'il peut arriver quand je suis tibétain et moine et que je consacre ma vie à la méditation, ou est-ce que moi ça peut vraiment être applicable pour moi dans ma vie? En quoi est-ce que c'est pratique ça? Est-ce que c'est pratique ou est-ce que c'est juste descriptif? C'est ça la question. C'est pratique, alors comment? Essayez de le voir, de revoir, de vous familiariser avec ce dessin, parce que c'est le condensé de tout ce qu'on a vu en fait dans les 4 sessions, quasiment. Je pourrais faire une photocopie si vous ne l'avez pas. D'ailleurs, ceux qui viennent pour la première fois, je peux vous photocopier les documents si ça vous intéresse. Voilà, il est... Oui. Comment on apporte de la souplesse? Parce que moi j'ai tendance à être de plus en plus tendue. Mais alors j'ai fait une pause au milieu de la session parce que je ne fais jamais des sessions de 20 minutes, c'est trop long pour moi. C'est bien de faire des pauses. Pour apporter de la souplesse. Ça, c'est un vaste sujet, ça. Comment on fait pour essayer d'intégrer la relaxation dans la méditation? La relaxation, ça ne veut pas dire d'avoir aucun effort. C'est ce qui était compris même à l'époque de la Tsongkhapa. Les gens disaient relaxation, c'est faut rien faire. Mais là, ils jetaient le bébé avec l'eau du bain et en fait, ils faisaient rien. En fait. Ils faisaient même pas de la méditation. Si on fait absolument rien, on s'effondre. Je fais rien. Non, ce qui génère la relaxation, c'est le lâcher-prise de notre saisie aussi. Ce qui génère de la relaxation, c'est l'acceptation des problèmes. Ce qui génère de la relaxation, c'est se soustraire aux préoccupations mondaines, de l'avidité au gain, même le gain de la méditation, de l'avidité au plaisir. Moi, je veux ressentir ce que j'ai ressenti la fois dernière en méditation. Il faut que ça vienne là. Allez, hop, hop, hop. Parce qu'en plus, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments en méditant, vous l'avez déjà sans doute fait l'expérience, on sent des choses qui sont quand même assez hors du commun. Sauf que la fois d'après, on est tellement focalisé là-dessus qu'on oublie la technique, et comme on oublie la technique, on ne génère pas le résultat, et par contre, on vient avoir envie de... Ah oui. Et là, ça, c'est une forme de préoccupation mondaine. Ça crée de la tension, parce qu'on veut le résultat, mais on oublie le chemin. Ce qui génère la relaxation, c'est le lâcher-prise, ça, vraiment, la saisie, l'acceptation de notre niveau aussi.
C'est pour ça que c'est très formateur de méditer sur shamatha, parce que c'est une forme d'humilité où on ne peut pas se dire « moi j'ai atteint ce niveau-là », parce que non, le moment d'après, la session d'après, tu peux te retrouver à un niveau bien moindre. Ça apprend vraiment une forme d'humilité, de se dire « ok, je comprends maintenant les variations de mon esprit et je reconnais aussi toutes les perturbations mentales que j'ai ». Et ça nous rapproche des autres aussi, parce qu'on se dit « ben voilà, je ne suis pas aussi supérieur peut-être que ce que j'imaginais ». Et ça vient aussi en ne créant pas une pratique qui soit uniquement tournée sur les problèmes. Quand on est focalisé uniquement sur la vigilance et je suis distrait, je suis encore distrait, on vient tendre l'esprit parce qu'on est simplement dans l'observation de ce qui dysfonctionne. Quand on fait des petites sessions, on s'habitue à observer à l'inverse ce qui fonctionne. Ouais. Et la méditation, c'est pas la panacée non plus. Si on n'arrive pas à méditer, c'est peut-être des réflexions profondes qu'on est encouragé à entreprendre, notamment réjouissance. Est-ce que j'ai vraiment une relation positive avec moi-même, avec ce que je suis capable d'accomplir dans la vie, avec les choses bénéfiques que j'ai fait par le passé? Dans les retraites, les premiers jours, ce n'est pas vraiment la méthode tibétaine, mais je l'emploie souvent. Je viens faire des méditations sur la réjouissance, des qualités positives, des choses qu'on a faites par le passé. Parce que si le premier pouvoir à mettre en œuvre, c'est l'effort joyeux, ben on se rend compte que les gens n'ont pas d'effort joyeux pour la méditation parce qu'ils n'ont pas d'effort joyeux pour eux-mêmes, tout simplement, à la base. Donc restaurer un minimum de ça, ça va venir déjà calmer. Parce que plus on est mécontent des choses qu'on a faites par le passé, plus on va venir à tout prix. Parce qu'on n'a pas cette confiance de se dire « mais en fait, tu as déjà fait plein de choses bénéfiques par le passé ». Donc ça, c'est ce qui génère aussi possiblement une forme de relaxation. De se dire « j'ai pas besoin de courir après quelque chose, j'ai déjà fait tellement de choses bénéfiques ». Donc c'est une approche systémique, la méditation, qui vient s'inclure dans l'entraînement supérieur de l'éthique aussi personnelle, et de la sagesse. C'est un package complet, la méditation. C'est vraiment apprendre dans une réflexion profonde sur notre vie aussi, un rapport à nous-mêmes aussi. Donc si ça ne fonctionne pas à l'intérieur de la méditation, c'est qu'il y a peut-être des déclencheurs à trouver dans des sujets particuliers. Et quand le souffle devient de moins en moins perceptible, en fait. Alors tu peux bifurquer vers quelque chose de mental, comme si tu visualisais l'imagination du souffle qui rentre et qui sort. Mais c'est peut-être que tu n'es pas assez dans la détente non plus. Ah, moi je suis pas du tout dans la détente. Si tu veux, je fais du sport, envie de me détendre, le lâcher prise, mais si tu veux, partout. Moi, je suis dans l'hyper-contrôle tout le temps. Donc, ouais. Les méditations sur la bienveillance envers soi, ça c'est bien ça. Enfin, les réflexions profondes.